qui m'a fait découvrir que j'avais le cancer du cerveau, ça s'est passé le 1er juillet 2012. À ce moment-là, j'étais déménagé à Montréal. J'étais un gars de Québec, mais à ce moment-là, j'habitais déjà Montréal. Et je travaillais à la Ronde, amusement pour enfants, puis tout ça. Et j'ai fait une crise d'épilepsie pour la première fois de ma vie, sur scène. J'étais en train de faire des spectacles pour enfants. Et à un moment donné, je me suis mis à dire n'importe quoi, à stresser au bout. Je pensais, il faisait très chaud cette journée-là, mais je pensais que j'avais un coup de chaleur, puis tout ça. Et on était en train de chanter une chanson de Lady Gaga pour les enfants. Et je me suis complètement mêlé dans les paroles et tout ça. Et à la fin de cette chanson-là commençait ma scène dans le spectacle. Je suis allé en coulisses essayer de me calmer un peu. Je suis rentré sur scène et à place de dire mon texte, je disais « Je parlais à peu près comme ça. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Moi, le premier, on capotait. Finalement, les comédiens me disent « Sors en coulisses, on va finir le spectacle, c'est correct, c'est correct. » Et il y avait une ambulance à la Ronde qui est venue me chercher tout de suite. Moi, je commençais à être complètement étourdi, complètement mélangé. Et ils m'ont mis le truc pour respirer. Et à ce moment-là, je me suis endormi complètement. Et quand je me suis réveillé, c'était 7 jours plus tard. Ma première chirurgie avait déjà eu lieu. Et on m'a appris que j'avais le cancer du cerveau. Le glioblastome, la tumeur avait été enlevée. En fait, vous pouvez la voir maintenant avec ma superbe coupe de cheveux sur le côté ici. Donc, c'était une tumeur grade 4 qui est dans la zone de la parole, la mémoire. Je sais que j'ai déjà été chanceux à la base qu'ils puissent me faire une opération parce que souvent, les tumeurs qui sont dans le cerveau sont inopérables. Donc, c'est encore pire. Et donc là, c'est ça, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans l'histoire du cancer. J'avoue que tout le monde entend parler du cancer, connaît un peu ça, mais tu sais, les détails, connaître la maladie, tout ça, il y en a plein de sortes. Je suis zéro scientifique, là, je suis vraiment du côté artiste, là, fait que moi, c'était vraiment une nouvelle vie, un nouveau monde qui commençait. On a pu se rendre compte à ce moment-là que ça faisait à peu près 6-7 mois, selon les médecins en tout cas, que la tumeur était en train de grossir. Ce qui s'est passé avant toute cette crise d'épilepsie-là, c'est que moi, je suis devenu, je suis déjà quelqu'un de bizarre à la base, mais je suis devenu très, très, très bizarre pendant que la tumeur grossissait sans savoir que c'était une tumeur cancéreuse. Mes émotions étaient très, très bizarres. Je me fâchais beaucoup, je pleurais beaucoup. Tout était exagéré. Beaucoup de monde autour de moi qui pensait que j'étais maniaco-dépressif. Moi-même, j'étais là, coudonc, j'ai dit quelque chose. Ou que je me droguais à coke à tous les jours parce que j'étais vraiment speedé, bizarre, tout ça. Et non, rien de tout ça. Je continuais ma vie, mais ma tumeur grossissait, le cerveau grossissait. Puis ça me faisait vraiment changer de personnalité. Fait que je suis revenu pas mal plus ce que j'étais après la première chirurgie. Et puis là, après ça, après la première chirurgie, je suis entré dans la chimio et la radiothérapie. En fait, j'ai accepté de participer à toutes les recherches auxquelles on m'a proposé de participer parce que j'étais quand même pas mal en forme comparé à bien du monde, plus jeune, puis ça me faisait plaisir. En même temps, la recherche, j'y crois. J'ai une très bonne équipe de docteurs qui s'occupent de moi, vraiment. Après la première chirurgie, je suis entré en chimio, en radiothérapie, donc les deux. C'est le T-modal que je prenais, surtout, je pourrais vous parler de plein d'autres médicaments que j'ai pris, là, mais surtout le T-modal qui a commencé tout de suite après la chirurgie, et puis j'ai fait de la radiothérapie. Donc, la radiothérapie, ça a duré 1 mois, 30 jours. À tous les jours, j'allais à l'hôpital. Ceux qui n'ont jamais fait de radiothérapie, là, ils te font mouler un masque. Moi, ça me rappelait le théâtre un peu, mais c'est complètement différent, là. Ils te mettent une grosse crêpe chaude sur la tête, puis là, ça moule toute ta face, puis après ça, tu as des rayons laser qui te sont envoyés. Le masque sert à pas bouger la tête du tout. Donc ça, c'est la radiothérapie que j'ai eue pendant, 1 mois. J'ai fait la chimio pendant toute l'année et à la suite de ça, au mois de à peu près mars-avril de 2013, moi, je passais des scans du cerveau à peu près à chaque 2 ou 3 mois et ça allait bien. Depuis la première chirurgie, tout allait bien. En fait, il
il n'y avait rien à déclarer, la tumeur n'était pas revenue encore, donc j'étais très content pour ça. Et puis le stress commençait à passer. C'est sûr que c'est considéré comme étant pas guérissable. Là. Je ne peux pas me débarrasser du cancer du cerveau, je l'ai pour la vie. Mais ça allait bien, fait que je me disais, bon, ben, tout va bien. Et j'ai passé un scan, on a trouvé un tout petit quelque chose dans le cerveau. On se disait peut-être que c'est la tumeur qui revient, mais on n'est pas sûr. Et 2 mois plus tard, début de l'été, mi-été à peu près, de juin-juillet, mon autre scan a dit que ma tumeur était revenue. Donc, ben c'est ça. Là, on est reparti là-dedans cet été. Le 3 septembre, j'ai eu une 2e chirurgie. Donc, ils m'ont rouvert ça, ils sont allés enlever la tumeur et malheureusement, le mois suivant, j'ai passé un autre scan et donc très dernièrement, avant les fêtes, le 18 novembre, j'ai passé une 3e chirurgie parce que la tumeur était déjà revenue. Donc, c'est ça qui s'est passé. Puis, pendant le temps des fêtes, moi, mon temps des fêtes cette année, ça a été de refaire de la radiothérapie pour la 2e fois, ce qui a refait tomber mes cheveux. Et donc, c'est ça. Après ça, ben, on est rendu où ce qu'on est rendu. C'est ce qui s'est passé en gros là, pour mon histoire, mais la suite, je ne la sais pas encore. De ce qu'on comprend, en tout cas, de ce que je comprends de mon type de tumeur, c'est une tumeur très, très, très maligne. Donc, la faire disparaître au complet, ça semble pratiquement impossible. En tout cas, on peut la cacher ou je sais pas, mais les cellules cancéreuses se reproduisent très, très, très rapidement. 3 chirurgies en 1 an et demi, c'est quand même pas pire. Je pense que je suis plus dans mon domaine pour répondre aux questions. Si vous avez n'importe quoi à me demander, je n'en cache rien. Mon histoire de cancer, si ça peut aider du monde, ça me fait plaisir. Comme je disais, je me fais aider par des grandes équipes. Là. Dr Sabri qui est là, mais bon, Dr Bassam Abdul-Karim aussi qui m'aide beaucoup. Dr David Saint-Clair qui a été le même chirurgien qui a fait mes 3 chirurgies. J'aurais un coup d'applaudissement à donner à mon père, ma mère, Monique Hunter, Bernard Clich qui m'ont aidé énormément pendant toute mon histoire. Ça a été ma plus grande aide. Fait que, ils sont là, c'est juste pour le fun. Ils le méritent, je trouve. Fait que là-dessus, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que j'ai dit ce qui vous intéressait le plus, mais comme je vous dis, si vous avez des questions, benclich.com, bencliche.com. N'importe quelle question que vous avez à poser, quoi que ce soit, je cache vraiment pas du tout ce qui m'arrive parce que si ça peut aider d'autres mondes, ça me fait grand plaisir. Ma relation avec Benoît vient du fait qu'il est rentré dans l'essai clinique que nous avons commencé à l'Hôpital Général de Montréal. Et il était le premier patient à être rentré dans cet essai clinique. Donc on l'a suivi de très près comme les autres patients qui ont fait aussi l'essai clinique à l'Hôpital Général de Montréal. Donc je vais faire une présentation qui est... je vais dire mixte, pour un public averti, mais aussi, je vais essayer de simplifier au maximum parce que le sujet est très complexe, comme vous pouvez le deviner. Le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de parler des stratégies de recherche, ça marche, des stratégies de recherche translationnelle pour une application clinique au glioblastome et ce qu'on a fait au courant des 5 dernières années dans notre laboratoire et en collaboration avec d'autres co-investigateurs. Donc, le glioblastome, comme disait Benoît, est une tumeur très maligne et très agressive. C'est classé comme astrocytome grade 4 par l'Organisation mondiale de la santé. Le pronostic est très mauvais, d'1 an à 15 mois. Le sénateur Ted Kennedy est un des exemples de patients qui ont suivi le même parcours que Benoît. Et ça, c'est lié, cette agressivité tumorale de glioblastome est liée à son angiogenèse et son invasion qui sont assez typiques. Qu'est-ce que c'est que l'angiogenèse? C'est le fait de créer des nouveaux vaisseaux sanguins. Et dans le cas de la tumeur du glioblastome, ces tumeurs sont hautement angiogéniques et ont une structure désorganisée au niveau des vaisseaux. L'autre problème aussi qui est caractéristique des glioblastomes, c'est l'invasion tumorale.
Et dans ce cas, on a une diffusion et une infiltration qui sont relativement très rapides. Ici, vous avez l'endroit, la localisation de la tumeur initiale dans ce cas. Et là, c'est après la chirurgie. Et malheureusement, quand la tumeur est récurrente, ça revient dans certains cas au niveau de la résection, au niveau de la cavité chirurgicale, mais aussi à un endroit distal de la tumeur initiale. Donc, comme vous voyez, la tumeur, les cellules cancéreuses se sont infiltrées et sont passées à une autre zone qui est distale par rapport à l'endroit de la tumeur. Donc ce problème est majeur. Dans ce cas, la chirurgie est très difficile ou impossible quand on a des zones multifocales de tumeurs. Le traitement standard actuel des patients qui sont nouvellement diagnostiqués, j'insiste sur le point nouvellement diagnostiqué par rapport aux patients qui sont récurrents, qui reviennent avec une tumeur récurrente, ce qui est le cas malheureusement de Benoît maintenant. Donc initialement, quand les patients viennent dans les centres dans le monde entier, ils ont la chirurgie, la radiothérapie et une chimiothérapie qui consiste à utiliser un agent qu'on appelle alkylant, qui est le temozolomide, le Temodar, comme disait Benoît. Donc le temozolomide, on l'utilise pour induire des lésions cytotoxiques de l'ADN tumoral, et notamment au niveau de la position guanine, méthyle de l'ADN. Et ce papier qui a été publié en 2005 était un papier majeur pour le changement du traitement standard pour les patients qui ont le glioblastome, donc pour passer de la tumeur, de seulement avoir la radiothérapie, à rajouter le temozolomide comme traitement standard. Et comme vous allez le voir ici, c'était un très grand essai clinique où ils ont eu 286 patients randomisés dans le bras de radiothérapie et 287 dans le bras qui a eu la radiothérapie plus le temozolomide. Le bénéfice était significatif, donc de 1 an à 15 mois à peu près, donc 3 mois de survie qui ont été gagnés, et ça c'est rapporté comme significatif. La survie est de 26% dans un cas et de 10% dans l'autre cas. Donc ça vous explique un petit peu l'agressivité de ce type de tumeur et les problèmes que rencontrent les patients qui ont le glioblastome. Donc, le fait que le patient ne réponde pas au temozolomide, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, et l'une des protéines qui a été impliquée dans cette réponse au temozolomide, c'est la MGMT. Cette protéine, en fait, répare les lésions qui sont induites par le temozolomide. Sur la même population, ils ont montré que 50% des patients dans cet essai clinique avaient une expression de MGMT, et alors que les autres 50% qui n'avaient pas l'expression de MGMT ont répondu différemment. En sorte que quand les patients expriment la protéine MGMT, ils réparent les lésions induites par le temozolomide, et donc du coup, ils ne répondent pas au temozolomide. Dans le cas où les patients ont des tumeurs MGMT positives, ils ont 12 mois de survie en comparaison avec une médiane de survie de 21 mois pour les patients qui n'ont pas de MGMT. Dans le cas de Benoît, il était MGMT positif, donc il était plutôt dans cette catégorie-là. Tous les patients sont traités de la même façon avec le traitement standard, et on a vraiment besoin de stratégies alternatives pour traiter ces patients-là. Comme stratégie, les chercheurs, plusieurs équipes dans le monde entier, ont pensé au problème de l'angiogénèse, donc du fait que ces tumeurs sont hautement angiogéniques et surexpriment des facteurs de pro-angiogéniques qui font que ces tumeurs sont hautement vascularisées. Donc parmi ces stratégies, c'est d'utiliser des inhibiteurs de l'angiogénèse. Le sunitinib était la drogue, l'anti-angiogénique qu'on a testé dans cet essai clinique auquel Benoît a participé. Et donc comment ça fonctionne? Au niveau de la cellule, vous avez plusieurs récepteurs qui vont être impliqués dans la prolifération et l'angiogénèse, et le sunitinib est censé inhiber la signalisation qui est induite par ces récepteurs et qui induit des effets antiogéniques et antitumoraux, et ça va toucher les cellules tumorales et aussi les cellules endothéliales qui tapissent la paroi des vaisseaux. Donc la question qu'on s'est posée, c'est du fait que l'extraction de MGMT affecte la réponse au temozolomide. On s'est dit, quand on va utiliser un anti-angiogénique, comment ça va se passer au niveau de la réponse
quand on met le sunitinib en combinaison avec le temozolomide et la radiothérapie in vitro, donc dans un premier temps au laboratoire. Et donc les stratégies de recherche qu'on a eues, c'est d'induire la surexpression de la protéine MGMT ou de la diminuer en utilisant des stratégies, ce qu'on appelle knockdown. Et donc du coup, on avait des lignées qui étaient isogéniques pour le gène MGMT, c'est-à-dire que les lignées se ressemblent et il n'y a qu'un seul gène qui est changé, qu'on a modulé, c'est le gène MGMT. Nous avons fait beaucoup de tests de phénotypiques pour voir comment les cellules sont au niveau morphologique, au niveau de tests de prolifération, d'invasion et bien sûr de réponse aux traitements contestés. On a constaté que l'augmentation de l'expression de MGMT était associée plutôt à une baisse du potentiel angiogénique et à une augmentation des effets antiprolifératifs en réponse au sunitinib. Donc on avait un effet différentiel du sunitinib, c'est-à-dire que les cellules qui étaient MGMT positives répondaient plus au sunitinib, contrairement aux cellules qui étaient MGMT négatives. Et c'était une surprise pour nous parce que, a priori, ça devait induire un effet pour le temozolomide, mais on ne savait pas trop comment le sunitinib ça va répondre. Et donc, du coup, on a fait des stratégies de gene expression profiling, donc de profilage des gènes pour savoir quels sont les gènes qui étaient changés, modulés quand on avait modulé l'expression de MGMT. Et effectivement, on a trouvé une liste de gènes qui sont impliqués dans l'angiogenèse, mais aussi une liste de gènes qui étaient impliqués dans l'invasion. Donc, on avait fait des expériences de time-lapse vidéo, c'était une vidéo microscopie en temps réel pour voir la migration en temps réel des cellules. Donc, la migration des cellules était très différente si elles avaient la protéine MGMT ou pas. Donc, on a fait des tests de validation sur des lignées primaires qui étaient dérivées de patients qui avaient le GBM et aussi des tests in vivo en utilisant des modèles de souris et des études rétrospectives et des analyses en bioinformatique. Donc, plusieurs tests à différents niveaux pour la validation de nos résultats qui étaient in vitro. On a utilisé ce qu'on appelle un tissue microarray, donc une série de tumeurs qui venaient de patients qui ont le glioblastome et on a analysé l'expression d'un facteur pro-invasif SPARC qui est reconnu pour être pro-invasif dans les tumeurs des patients qui ont le glioblastome. Et dans la même série de ces patients-là, on a aussi analysé l'expression de MGMT dans ces patients-là et on a établi une corrélation qui était en fait inverse. Donc, quand les cellules avaient MGMT, elles étaient moins invasives. Et on a donc confirmé ce qu'on avait trouvé en immigration et invasion in vitro chez des patients au niveau des tissus, du tissu tumoral. Le fait d'avoir MGMT, de ne pas avoir MGMT, ça module l'expression, la réponse à un agent alkylant, puisque la fonction qui est connue pour MGMT, c'est la fonction d'ADN de repère, de réparation tumorale au niveau de l'ADN. Et par contre, ce n'est pas si simple que ça. On a trouvé d'autres fonctions qui étaient liées à la présence de MGMT au niveau de l'angiogénèse et de l'invasion. Et donc, les patients qui avaient l'expression de la protéine MGMT pouvaient bénéficier d'autres traitements autres que les agents alkylants. Le fait qu'on a utilisé sunitinib, on a trouvé un effet antiprolifératif et anti-invasif dans les cellules MGMT positives et pas du tout d'effet antiprolifératif dans les cellules MGMT qui étaient négatives, mais aussi on a même trouvé que le fait de ne pas avoir MGMT dans ce cas, il y avait une augmentation de MGMT et on a fait encore une fois une gene expression profiling pour identifier pourquoi il y avait une augmentation de ces facteurs, de cette invasion tumorale quand on n'a pas MGMT. Prospectivement, avant qu'un patient rentre dans l'essai clinique, on teste sa tumeur. Donc, on sélectionne seulement la population qui est censée répondre au sunitinib et on a testé le statut de MGMT avant d'inclure ces patients dans l'essai clinique. Ici, c'est le design, le schéma, on va dire, de cet essai clinique avec le traitement que les patients ont eu et aussi avec les temps pendant lesquels les patients vont avoir des prélèvements de sang
qu'on reçoit au laboratoire et aussi une IRM qui va nous dire si le patient répond ou pas. Dans le sang, les patients, quand on reçoit leur prélèvement, avant le traitement et pendant le traitement et à la fin du traitement, donc une étude longitudinale, quand on teste ce prélèvement, qu'est-ce qui a changé par rapport au point de départ pendant le traitement? Comment le traitement a modulé la réponse? Et on essaie de le corréler à la réponse en regardant les IRM des patients. Dans ce cas, on a fait une collaboration avec le laboratoire de nanotechnologie de Génome Québec pour pouvoir multiplexer plusieurs facteurs plasmatiques en même temps et pouvoir analyser plusieurs facteurs plasmatiques en même temps. Au laboratoire, donc on avait transfecté nos cellules pour qu'elles puissent exprimer une protéine qui s'appelle luciférase et qu'on puisse suivre les tumeurs dans les souris pour pouvoir suivre la croissance tumorale dans les souris vivantes sans avoir à tuer les souris. Donc on garde les souris tout le temps de l'expérience et en faisant la bioluminescence pour pouvoir analyser comment les souris répondent au traitement. De mon côté, je vais essayer de vous communiquer les avancées dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Vous savez, si on se transporte à l'hôpital de Francfort en 1901, Alois Alzheimer a décrit le cas d'Auguste D., qui était une aide ménagère de 51 ans. Et Dr Alzheimer, dans ses mots, avait décrit comme premier symptôme chez cette patiente-là un puissant sentiment de jalousie envers son mari, qui est très loin des premiers symptômes qu'on connaît aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer, mais vous voyez que le deuxième, les troubles de mémoire rapidement évolutifs, qu'on connaît bien, une désorientation, elle promenait des objets dans sa résidence, elle les cachait. On reconnaît aujourd'hui que cette patiente-là, qui avait développé la maladie à 50 ans, était probablement une forme familiale, qui est très rare, hein? C'est moins de 3% des cas d'Alzheimer. C'est quoi la maladie d'Alzheimer? Pour commencer, c'est une forme de démence. Chaque démence est associée à un trouble cognitif, souvent la mémoire plus une autre fonction cognitive, ça peut être le langage, etc. Et pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, il y a toujours, la mémoire est toujours affectée, mais ça peut se présenter aussi par un trouble du langage ou encore une difficulté dans l'organisation spatiale, la perception de l'espace. Ce qu'on décrit moins, mais qui est vraiment présent, c'est l'espèce d'apathie, de retrait qui accompagne le début de cette maladie-là. Et pour que ça qualifie dans le domaine d'une démence comme telle, il faut que ça ait un impact avec les fonctions quotidiennes. Donc, il faut que la personne, au niveau de l'hygiène, au niveau de la conduite automobile, des finances, des choses comme ça, il faut qu'il y ait une interférence claire. Celle dont on parle ce soir est la plus fréquente. Hein, tout ce qui est en bleu, c'est 60 à 80% des cas, c'est de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment le plus grand problème. C'est d'ailleurs un problème de santé publique actuellement. Je vous donne des chiffres américains, mais je vais arriver aux chiffres québécois. 5,3 millions aux États-Unis, ça va monter à 20 millions en 2020, une incidence de 4,6 millions par année. Et si on ne retardait que de 5 ans la maladie d'Alzheimer, on pourrait diminuer les coûts de santé associés d'environ 50 à 60%. Et vous voyez ici justement ces coûts de santé qui sont projetés à 1 trillion en 2050 au Québec. Donc, c'est autour de 100 000 cas. À Québec, comme tel, c'est 10 000 cas. C'est un nouveau cas aux 20 minutes. Et c'est plusieurs cas, plusieurs gens qui ne consultent pas ou qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, c'est vraiment un problème majeur. La maladie d'Alzheimer est principalement constituée de deux phénomènes pathologiques qu'Aloïs avait décrits. D'abord, les plaques amyloïdes qui sont extracellulaires et qui sont composées, comme le nom le dit, de bêta-amyloïdes ou d'amyloïdes bêta, et les enchevêtrements neurofibrillaires qui, eux, sont intracellulaires et qui sont composés de la protéine Tau. Donc, on a décrit, il y a déjà plusieurs années, ce qu'on appelle la cascade amyloïde. Il y a un moment donné dans toute cette histoire-là, un moment où l'amyloïde s'accumule de façon inappropriée dans le cerveau. On est capable, vous et moi, d'éliminer cet amyloïde-là, mais progressivement avec l'âge, chez les gens qui développent cette maladie-là, l'amyloïde n'est pas excrété ou éliminé comme il faut. Et ça va mener à de la toxicité cérébrale, de l'inflammation. Ça peut même aussi enflammer la protéine Tau qui est présente avec le vieillissement normal. On va parler d'hyperphosphorylation de la protéine Tau. Ça va donner ces enchevêtrements ici, les plaques amyloïdes dans le cerveau, qui vont étouffer les neurones et qui vont empêcher les neurones de se parler entre eux. Pourquoi l'Alzheimer touche la mémoire?
Bien, vous voyez le rouge ici, c'est l'hippocampe. C'est une structure qui est extrêmement importante pour encoder des nouvelles informations. La pathologie étouffe les neurones ne peuvent plus se parler entre eux. Et entre autres, ce que les auteurs ont identifié à l'époque, dans les années 80-90, c'est un déficit dans un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. L'acétylcholine est très précieux pour la mémoire. Et dans ces zones-là, comme la zone en jaune ici, le prosencéphale basal ou encore l'hippocampe, on a un grand déficit en acétylcholine. Donc, une des stratégies actuellement de traitement qu'on utilise depuis une dizaine d'années, c'est un inhibiteur de la cholinestérase. ACH, ici en haut, c'est pour l'acétylcholine. Donc, à la synapse, vous voyez que l'acétylcholine est libérée. Et en temps normal, il y a deux enzymes qui sont des cholinestérases, dans le fond, l'acétylcholinestérase ou encore la butyrylcholinestérase. Eux, leur job, c'est d'enlever l'acétylcholine, de passer à gratte entre les deux au niveau de la synapse comme telle. Alors, la stratégie, c'est d'aller bloquer. On va plaquer l'acétylcholinestérase pour pas qu'elle fasse son travail. On va bloquer la butyrylcholinestérase pour pas qu'elle fasse son travail. Vous avez les médicaments que vous connaissez peut-être comme donépézil. Rivastigmine, lui, se trouve à bloquer les deux, hein, la butyryl et l'acétyl, et la galantamine, pour laisser plus d'acétylcholine dans le système. L'idée, c'est de traiter tôt pour maximiser l'acétylcholine. Il ne renverse pas la maladie, malheureusement. Hein, c'est un plaster qu'on met sur l'hémorragie. Il procure quand même un arrêt de la détérioration, mais tout ça est limité dans le temps. Dans les meilleurs cas, on peut gagner 3 ans. Un impact sur le niveau d'activité et le comportement. C'est ce qui est intéressant. Les gens sont plus alertes, sont plus éveillés et sont moins agités, présentent moins les changements comportementaux associés à la maladie d'Alzheimer. Ils ont des effets secondaires, hein? Ce n'est pas du jus d'orange, ces molécules-là, mais heureusement, ils ont un impact sur l'aidant, vont diminuer la charge sur l'aidant et vont retarder aussi l'institutionnalisation. À 52 semaines, ça, c'est les sujets qui ont été traités en rose, et ça, c'est les sujets qui ont pris une pilule de sucre, qui vont donc diminuer leur performance significativement. On combine en clinique aujourd'hui, en 2014, la donépézil ou l'Aricept avec la mémantine, qui est un autre mécanisme d'action et qui va procurer un certain bénéfice, surtout pour les phases avancées de la maladie d'Alzheimer. Donc, la mémantine, c'est un détoxifiant calcique. Ça va diminuer la quantité ou la charge calcique dans le cerveau et ça va donc aider un peu à diminuer l'accumulation de protéines anormales. Les chercheurs ont montré récemment, via plusieurs, hein, c'est un conglomérat de gens qui se sont assis pour bien comprendre l'évolution. Clifford Jack est un de ceux-là, publié dans le Lancet Neurology en 2013, pour montrer que la maladie d'Alzheimer, au fond, c'est probablement débuté par une cascade amyloïde, la ligne rouge que vous voyez ici, puis par la suite, la protéine tau va s'accumuler, et ça va avoir un impact pour faire dégénérer les cellules en aval. Mais au moment où le patient présente un MCI pour Mild Cognitive Impairment ou trouble cognitif léger, eh bien là, déjà à ce moment-là, ça fait environ 20 à 25 ans que ça se trame dans le cerveau. Et donc, comment reculer en arrière pour identifier ces biomarqueurs le plus tôt possible et traiter ces gens-là bien avant que la maladie apparaisse? Il y a un marqueur qui a été développé en 2004 à Pittsburgh par Bill Klunk, qui donc s'appelle l'imagerie amyloïde. C'est un compound qu'on appelle le PIB ou le PIB pour Pittsburgh Compound parce qu'il a été développé à Pittsburgh. Et lui va se lier à l'amyloïde fibrillaire dans le cerveau et va permettre de voir si un sujet a une charge amyloïde très grande, trop grande pour son âge, par exemple. Et ça, c'est un instrument qu'on va utiliser dans les essais cliniques en 2014 pour dire tel patient qui présente des troubles cognitifs a-t-il une charge amyloïde, a-t-il une maladie d'Alzheimer sous-jacente pour pouvoir vraiment utiliser les bons traitements sur les bons patients. Si une personne commence à montrer une charge amyloïde 20 à 25 ans avant, on pourrait peut-être utiliser un vaccin pour contrecarrer, hein, ce qu'on appelle une immunothérapie anti-amyloïde. Il y a eu Schenck, un Japonais, qui a développé un vaccin, l'AN 1792, qui éliminait les plaques au niveau des animaux, ce qui était une réussite exceptionnelle. Cependant, en phase 2, chez les humains, ça a été cessé parce que 6% des patients ont développé une encéphalite. 2 des patients de Schenck sont décédés. On ne veut pas causer plus de tort que de bien, mais vous voyez les cerveaux de ces patients-là avec une réaction inflammatoire très importante, ce qu'on appelle une vasculite ou encore une encéphalite dans notre jargon. Les plaques, par contre, étaient éliminées chez ces patients-là, mais
on s'entend que le taux de décès n'était pas intéressant du tout. Donc, actuellement, on est plus dans l'utilisation de vaccins via l'immunisation passive. Ils sont plus doux, sont moins virulents. Et donc, les changements qui ont été notés au niveau pathologique chez l'animal et chez l'humain sont intéressants. Vous voyez en haut à gauche ici, un patient qui n'a pas été vacciné. On voit tous les picots bruns. Donc, c'est plein d'amyloïdes. Alors que le cas 1, vous voyez que c'est très beau. Le cas 3, c'est très beau. Le 5, le 7, le 8. Aucun des vaccins jusqu'à maintenant n'a fonctionné chez l'humain. Le bapineuzumab, qui était dirigé contre l'accumulation d'amyloïdes bêta, a été retiré prématurément en août 2012. La même histoire pour les 2 essais avec le solanezumab. On a des gens qui ont utilisé les immunoglobulines, qui ont montré une certaine stabilité, mais ces études-là sont maintenant rendues en phase 3. Et donc, quand vous entendez à toutes les semaines « nouveau vaccin dans l'Alzheimer » à la télé ou la radio, permettez-moi d'émettre un bémol. Il y a beaucoup de publicisation sur ça. Les gens viennent nous voir à la clinique de mémoire. Est-ce que je pourrais avoir le vaccin? On n'est pas rendu là. La question, c'est qu'une fois que le patient qui a 65 ans et qu'on lui donne un vaccin, si sa charge amyloïde est très grande dans le cerveau, même si on donne un vaccin, on ne croit pas qu'on pourrait renverser les dégâts qui sont déjà causés. On prend des gens qui ont une forme familiale, qui ont une mutation positive, ils sont Alzheimer positifs dans leur gène, et on leur donne un vaccin à partir de l'âge de 25 ans. Parce que dans leur famille, ils développent la maladie à 45 ans, et donc on commence 20 ans ou 25 ans avant à donner le vaccin pour voir si on va être capable d'enrayer la charge amyloïde. Mais pensez-y, voulez-vous commencer un vaccin à 25 ans? Vous êtes bien, vous fonctionnez normalement, vous êtes au travail, et là, on voudrait commencer à vous faire une batterie de tests pour vous dire, bien écoute, dans 40 ans, là, ça ira pas bien, ou dans 20 ans, il faudrait que tu commences un vaccin aujourd'hui. Vous voyez la dynamique, c'est très intéressant la recherche, c'est très intéressant les traitements, mais il y a une réalité aussi qui n'est pas facile derrière ça. Quoi qu'il en soit, on est très avancé au niveau du diagnostic. Il y a beaucoup de recherche au niveau du traitement, mais l'application concrète de ça ne sera pas évidente. Il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans la recherche. Le National Alzheimer's Project Act, qui a été signé en janvier 2011 par Barack Obama en 2011, va aider l'ensemble de la planète à bien comprendre ou à mieux comprendre les différentes stratégies. Vous voyez qu'il y a au moins 7, les chiffres en haut là, pour indiquer les 7 cibles qui pourraient représenter des cibles d'avenir. On pourrait essayer de toucher l'agrégation de la protéine amyloïde, on pourrait essayer de ralentir la production de l'amyloïde comme telle, défaire les dépôts qui sont en place. Je veux terminer avec les stratégies qui sont non pharmacologiques parce qu'on oublie souvent ces formes de traitement. L'errance, l'accumulation d'objets, le questionnement répétitif, les patients qui se répètent continuellement, cacher des objets, des comportements inappropriés, c'est beaucoup ça qui cause de la souffrance aux familles. Alors, des aides mémoire, faire une liste d'activités, mettre les numéros de téléphone toujours au même endroit, des instructions claires pour les tâches simples, un rituel de soirée, une lumière de nuit, éviter les chutes en ne faisant pas de changement dans l'environnement, des mesures de sécurité, bien rapporter la question de la conduite automobile, les appareils électriques, la chambre de bain, etc. Parler lentement, une idée à la fois, donner des choix. C'est oui ou non, c'est spaghetti ou lasagne. Encourager vraiment l'activité physique et l'exercice, ce sont toutes des stratégies intéressantes. C'est quoi la maladie de Parkinson? Bien, la maladie de Parkinson est apparentée un peu à la maladie d'Alzheimer dont vous venez d'entendre parler. C'est une maladie neurologique, donc du cerveau, qui est neurodégénérative. Donc, il y a des cellules qui meurent et qui ne sont pas remplacées. C'est la seconde plus fréquente après la maladie d'Alzheimer et son incidence augmente avec les années. Certaines personnalités connues, dont le boxeur Mohamed Ali, l'acteur Michael J. Fox de Back to the Future, en étaient atteints, et l'ancien pape Jean-Paul II. 100 000 patients au Canada, 25 000 au Québec. Ici, on a une coupe du tronc cérébral, la portion centrale du cerveau, où est-ce vous pouvez apercevoir des taches noires qui sont en fait la substance noire, qui est un endroit précis dans le cerveau. La substance noire
produit un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine est importante. Là. Le cerveau, vous allez comprendre pourquoi qu'on place éventuellement, je vais vous montrer des électrodes dans le cerveau avec du courant, mais le cerveau fonctionne avec de l'électricité et de la chimie. Dans la chimie, les neurotransmetteurs sont importants, dont la dopamine, pour tout ce qui est l'activité motrice. Et on s'est aperçu aussi que certaines activités des fonctions cérébrales supérieures. Dans la maladie de Parkinson, la substance noire dégénère. C'est-à-dire qu'ici, on a un patient parkinsonien et il n'y a presque plus de substance noire. Qu'est-ce que ça donne comme tableau? Si vous êtes à l'épicerie et que vous voyez quelqu'un qui marche lentement, qui a des tremblements des membres supérieurs, qui est penché vers l'avant, c'est la position typique et les symptômes de la maladie de Parkinson. Les causes, la majorité sont idiopathiques, c'est-à-dire on ne connaît pas la cause. Cependant, il y a des causes génétiques, il y a eu des cas familiaux. L'environnement, MPTP, c'est une drogue qui a été prise dans les années 60 en Californie chez des jeunes et qui a causé la maladie assez rapidement, qui a permis finalement aux chercheurs de prendre cette substance-là chimique et de la transposer chez le singe et de pouvoir créer un modèle qui est assez près du modèle humain pour étudier la maladie. Les pesticides, en France, certains agriculteurs qui étendaient un certain produit ont eu leur maladie de Parkinson reconnue comme une maladie professionnelle. La relation a été reconnue. Donc, il y a différentes causes, là, traumatisme et viral aussi, des infections. Mais retenez que la majorité des causes, on ne le sait pas pourquoi. Okay? Le traitement, 90% des patients vont répondre aux médicaments. Et c'est là que la chirurgie peut intervenir dans 10 à 15% des patients. Pourquoi faire la chirurgie? C'est lorsque les symptômes de la maladie, tels que les tremblements, la raideur, la lenteur des mouvements, deviennent difficiles à contrôler avec les médicaments, ou encore qu'il apparaît des effets secondaires dus aux médicaments, les dyskinésies. Si vous êtes au restaurant puis qu'une personne de 65 ans est à côté de vous puis n'arrête pas de bouger, bien, dites-vous que possiblement qu'elle prend des médicaments pour la maladie de Parkinson qui amènent cet effet secondaire-là, qui est un petit peu dérangeant, et vous comprendrez qu'à un moment donné, quand ça fait des années que tu prends ces pilules-là, puis que tu as beaucoup d'effets secondaires et peu d'effets bénéfiques, bien, c'est là que la chirurgie peut intervenir. La chirurgie consiste à aller placer des électrodes au niveau du centre du cerveau qu'on va relier éventuellement à une batterie qui est comme un pacemaker. Donc, ça va délivrer du courant dans un endroit précis. C'est au centre du cerveau. Au centre du cerveau, on a le thalamus, qui est un relais sensitif et moteur. Sous le thalamus, on a ce qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qui est un petit noyau qui est gros comme une amande. Les électrodes mesurent 1,2 mm de diamètre. Donc, c'est ces électrodes-là qu'on va aller placer dans le noyau sous-thalamique, qui est gros comme une amande. Donc, ça demande une certaine précision, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'y prend. On a toute une équipe derrière nous. Le neurochirurgien est seulement un technicien qui fait l'acte, mais le patient est évalué, suivi en neurologie, parce que la majorité prennent des médicaments et vont continuer d'en prendre quelques fois par la suite. Ça prend une évaluation neuropsychologique pour éliminer les gens qui ont trop d'atteintes telles que la démence, évaluation psychiatrique pour éliminer les dépressions majeures, physio, ergo. Finalement, nous, en neurochirurgie, notre rôle là, se limite à finalement, une fois que le patient a passé au travers de toute cette équipe-là, bien, on dit OK, ça lui prend l'opération, on est là, on l'a fait. Déroulement de l'intervention. C'est un cadre de stéréotaxie. La stéréotaxie fonctionne, ça nous permet de reconstruire en 3 dimensions le cerveau. Vous voyez ici, il y a des tiges qui sont à l'intérieur du casque, qui sont en forme de N. Les images de résonance magnétique sont acquises horizontales, couchées. Donc, vous comprendrez que les 2 points vont toujours être au même endroit, peu importe la hauteur des coupes. Cependant, les points de la tige oblique, le point va se déplacer. Par calcul mathématique, l'ordinateur va nous reconstruire le cerveau en 3 dimensions. C'est un cadre de stéréotaxie qui est vissé sur la tête du patient. Le patient va porter ça tout le long de la chirurgie. On fait une résonance magnétique avec le cadre de stéréotaxie. Et vous voyez ici les points autour du cerveau, là, les petits points blancs, qui vont nous permettre de calculer après ça et de reconstruire en 3 dimensions la tête. Au centre du cerveau, on a 2 petites structures qui s'appellent les commissures, qui sont des relais entre les 2 hémisphères cérébraux, la commissure antérieure et la commissure postérieure, et sont faciles à identifier, ces structures-là. Et à partir du calcul du point central entre les 2 commissures, on a des atlas et des chartes anatomiques qui nous permettent de calculer où se situe le noyau sous-thalamique
l'endroit où est-ce qu'on va aller déposer les électrodes. On a des systèmes d'ordinateurs 3D, là, 3 dimensions. On calcule tout là-dessus. On a même la reproduction du cadre de stéréotaxie sur la tête du patient et ça nous donne, on choisit le point d'entrée de l'électrode, le point, la cible, et on a le trajet virtuel de nos futures électrodes. On a une base fantôme pour faire la vérification des données. Le patient est placé un petit peu comme chez le dentiste, hein, semi-assis, la tête un peu fléchie. Le patient, ça se fait sous anesthésie locale et sous sédation. C'est-à-dire que le patient, il y a certaines portions de l'opération où est-ce que le patient peut dormir, puisqu'on fait un trou de trépan. Ce qu'on appelle un trou de trépan, c'est un trou dans l'os par lequel on va introduire nos électrodes. Et ça, il y a certaines portions de la chirurgie où est-ce que le patient peut dormir, relaxer. Et il y a d'autres portions, vous allez le voir un petit peu plus tard, où est-ce qu'on a besoin de sa collaboration et le patient a besoin d'être éveillé parce qu'on va enregistrer l'activité du cerveau. On a ce qu'on appelle un microdrive, qui est un système qui nous permet d'avancer micron par micron ou au millimètre, si on veut aller plus rapidement, les microélectrodes d'enregistrement. C'est ce que ça a l'air. On a de la fluoroscopie aussi, des radiographies durant l'intervention pour vérifier le positionnement de nos électrodes. Et on enregistre l'activité cérébrale. C'est pour ça que le patient a besoin d'être éveillé. Okay? Si on lui donne trop de médicaments et qu'on l'endort, on n'aura plus d'activité cérébrale. Donc, c'est un petit peu, l'enregistrement dans le cerveau, c'est en descendant l'électrode, c'est un petit peu comme se promener en Europe, c'est-à-dire que tu traverses d'un pays à l'autre et le langage change rapidement. Okay? Donc, ici, on descend et on traverse au niveau du thalamus, on a quelques cellules thalamiques, il y a du silence et puis il y a une activité, une hyperactivité où est-ce qu'on rentre dans le noyau sous-thalamique, qui est le STN ici, okay? La grosseur d'une amande. On traverse une petite zone silencieuse. Ce qui est noir ici, finalement, c'est la substance blanche, c'est-à-dire c'est des fibres nerveuses qui passent. Donc, ce n'est pas des cellules nerveuses, c'est des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, ça amène du silence comme ici. Et après le noyau sous-thalamique, on a du silence, la petite bande noire ici. Puis, on rentre dans la substance noire, la fameuse substance noire qui est à l'origine de la maladie, qui donne une activité beaucoup plus régulière et plus de haute fréquence. Donc, on est capable d'identifier les frontières du noyau sous-thalamique. Et par la suite, on va stimuler, une fois qu'on l'a identifié, on va stimuler pour vérifier l'effet. Donc, ici, vous avez sans stimulation des tremblements. Il y a des formes de maladie de Parkinson où est-ce que ça tremble plus, d'autres qui sont plus rigides. Ici, on a une dame qui avait des tremblements. Remarquez que l'électrode est posée du côté gauche, donc surveillez le membre supérieur droit avec stimulation. C'est instantané. Les tremblements arrêtent. Les électrodes, c'est des petits contacts comme des pôles de batterie. On met contact négatif, contact positif. Généralement, il y a des compagnies qui ont sorti des contacts, des électrodes à 8 contacts. La majorité, c'est 4 contacts, différentes grosseurs des contacts. C'est ce qu'on choisit selon le patient. Le repère radiologique, là, la fluoroscopie pour vérifier qu'on est en plein centre de notre cible. Une résonance magnétique post-opératoire pour nous montrer l'électrode, les contacts, l'endroit où est-ce que c'est situé. La première portion de la chirurgie d'implantation des électrodes se fait sous anesthésie locale. La deuxième partie, aller implanter le stimulateur, l'extension qui va aller se connecter aux électrodes. Ça, on fait ça sous anesthésie générale. On a un patient avant l'opération, remarquez qu'il y a de la difficulté à se lever. Lui, ce n'est pas une forme de tremblement, mais c'est une forme de raideur. Regardez le patient lorsqu'il va le tourner sur place. Regardez comment c'est difficile. Des petits pas. Il fige. La tête penchée vers l'avant. Okay? À la recherche de sa gravité. La difficulté à se rasseoir, c'est lent. Okay? La lenteur chez ce patient-là. La rigidité, raideur, lenteur. Le même patient nous a fait parvenir ces vidéos-là 6 mois après l'opération. Ça, c'est en vélo, mais c'est le fun de faire du vélo, mais pour un neurochirurgien, voir son patient faire du vélo, pas de casque, c'est un petit peu inquiétant. Surtout quand tu as placé des électrodes pendant une journée, là.
Puis, vous savez, les patients parkinsoniens sont souvent en retrait social. Ils sont assis dans un fauteuil berçant, ils passent la journée assis, ils ne font plus rien. Ils n'ont plus de rôle familial ou social. Donc, le patient a repris son rôle d'homme familial, c'est-à-dire sortir le bac à récupération. Puis, ils vécurent heureux et eurent de nombreux petits-enfants. En conclusion, le succès de la chirurgie dépend, premièrement, ça prend les bons patients. C'est-à-dire que si on se met à opérer n'importe qui a n'importe quelle maladie, qui a un peu de tremblement ou de démence, c'est sûr que les résultats vont être moins bons. Ça prend une bonne localisation des électrodes, une bonne programmation, et c'est là que l'équipe est importante autour. L'ajustement adéquat de la médication. Plus de 50 des patients vont diminuer de plus de 50 leur médication. Il y a même certains patients qui vont arrêter complètement la médication. Ça, vous pouvez parler à un patient qui a la maladie de Parkinson, là, mais c'est des tonnes de pilules, c'est des dosettes remplies là, à cœur de jour avec des effets secondaires. Puis, de pouvoir baisser cette médication-là, qui est lourde avec effets secondaires, c'est un gros pas pour ces patients-là. Ça prend une très bonne équipe autour de nous, puis je la remercie. On est plein de gens qui travaillent à l'hôpital de l'Enfant Jésus dans ce domaine-là. Et puis le support, l'éducation des patients. Naturellement, un petit peu comme la maladie d'Alzheimer, on n'arrête pas la progression de la maladie. On croit toutefois que la stimulation pourrait engendrer une certaine forme de neurogénèse et de ralentissement de la maladie. Cependant, les études qui tendent à dire ça, c'est des études qui sont souvent subventionnées par la compagnie qui fabrique les électrodes. Donc, point de vue recherche, c'est difficile d'arriver avec des résultats et de dire, faut opérer plus tôt dans la maladie parce qu'on va ralentir la maladie. Donc, la recherche est importante pour les cellules souches, les thérapies géniques, thérapies virales. Il faut encourager la recherche. Il y a une Fondation canadienne de maladie de Parkinson. Quand vous voyez passer, il y a toujours une randonnée, une marche à l'automne. Si vous voulez donner, participer, allez-y. La recherche en a besoin. L'avantage de stimuler au lieu de détruire, c'est que si dans 5 ans, 10 ans, quelqu'un invente le traitement qui guérit la maladie, nos électrodes, on pourra toujours les enlever, puis il restera tout ce qui va rester, c'est un petit trajet fibro-cicatriciel, et ça sera toujours possible d'implanter des cellules souches ou d'autres thérapies chez le patient, puisque c'est une thérapie qui est réversible et sans grandes conséquences, sauf les complications chirurgicales. Les chirurgiens ont toujours tendance à dire que tout va bien, c'est pas vrai. C'est une chirurgie qui peut avoir une hémorragie cérébrale, on peut en mourir, on peut paralyser. Il peut avoir des infections. C'est de la chirurgie. Il n'y a pas de petite chirurgie, il n'y a que de petits chirurgiens. Retenez ça. Les petites chirurgies, ça n'existe pas sans danger. On a des balises très importantes au niveau éthique à respecter. Ça serait complètement inapproprié de tester un jeune de 35 ans qui est en pleine, qui est lancé dans la vie, puis finalement lui annoncer qu'il a une mutation pour la maladie d'Alzheimer. Cette personne-là ne peut plus s'assurer par la suite. Il y a un arrêt sur sa conduite auto, etc. C'est juste une catastrophe. Il faut que ça passe, quand on est asymptomatique, il faut que ça passe par le counseling génétique. Diète méditerranéenne ou encore de l'activité physique faite de façon régulière va avoir un impact sur la clairance des protéines qui s'accumulent, les protéines anormales qui s'accumulent. C'est étudié en pathologie, c'est étudié au niveau de l'imagerie amyloïde. Prospectivement, ça peut se faire par un journal. Ça se fait au niveau de l'activité physique, ça se fait aussi au niveau de l'activité intellectuelle. On sait aussi que d'une étude qui a été faite sur un couvent de religieuses, que les gens qui ont une éducation, un plus grand nombre d'années d'éducation, ont une certaine réserve cognitive. Ça ne veut pas dire qu'un juge de la Cour suprême ne développera pas la maladie d'Alzheimer, mais lui ou elle peut être un peu plus immunisé contre les ravages, donc ça peut prolonger la période où la personne est en bonne santé cognitive. L'exercice dans la maladie de Parkinson peut aider les patients atteints. La prévention, pas vraiment. À date, il n'y a pas d'études qui prouvent que la dégénérescence de la substance noire peut être
prévenu ou ralenti par l'exercice. Mais l'exercice physique, une fois que tu as le diagnostic, peut aider à contrer les symptômes de la maladie, améliorer ta qualité de vie et te permettre de faire un plus beau bout de chemin plus longtemps. Dans la vie d'un chercheur, c'est une bataille pour avoir des fonds, pour pouvoir financer son équipe, payer les étudiants, acheter les réactifs, les souris. Toutes les expériences qu'on fait coûtent énormément d'argent. Et donc, on passe une grande partie de l'année à écrire des grants, donc des applications qu'on soumet à différentes compétitions nationales, provinciales, même aux États-Unis, donc, et aussi au niveau de l'industrie. On a très peu de subventions par rapport au cancer du sein, de la prostate ou même du poumon, parce que c'est beaucoup plus fréquent, bien sûr. Et donc l'attention du public ne tourne pas toujours pour financer ça. Je pense qu'on peut bien s'en sortir relativement quand on essaie de montrer l'intérêt de ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a un aspect fondamental pour chaque recherche qui est extrêmement important, mais ce que j'ai appris dans mon parcours, c'est qu'il faut toujours essayer de regarder du côté du patient. Oui. Qu'est-ce qui se passe et comment on peut adapter notre recherche aux besoins du patient au niveau clinique. Vous n'avez pas idée comment, par exemple, la Société Alzheimer de Québec, la Fondation du CHU de Québec, quand vous donnez des argents à ces organismes-là, comment ça fait plaisir aux chercheurs parce que ça prend un assistant de recherche, il y a toute une équipe. Le meilleur modèle est le singe et c'est devenu très coûteux puis très difficile du point de vue éthique. Donc, les gens se retournent vers les souris parce que les souris, ça coûte moins cher à gérer puis tout ça. Mais le modèle, la souris, pour reproduire des électrodes bien placées au bon endroit avec une petite batterie qui peut être implantée, tout ça, ça devient techniquement très difficile. Mais il s'en fait de la recherche pour voir la neurogénèse, l'effet du courant. Il y a à peu près une douzaine de théories de comment est-ce que le courant à cet endroit-là peut modifier la circuiterie neuronale, permettre d'améliorer les symptômes. Et finalement, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'était une découverte un petit peu au hasard de la médecine. Et comment est-ce que ça pourrait venir qu'à stimuler la neurogénèse? Parce qu'on a longtemps cru que le cerveau n'avait pas de cellules de remplacement. Or, ce n'est plus vrai. Il y a des endroits dans le cerveau où est-ce qu'on sait qu'il y a des cellules qu'on peut qualifier de cellules souches qui peuvent se développer et produire là, des neurones de remplacement. Et comment est-ce qu'on peut faire pour stimuler ça et que ça devienne des cellules de remplacement au bon endroit avec le bon neurotransmetteur, c'est loin d'être fait. Les électrodes, ce soir, vous ont été présentées dans le cadre de la maladie de Parkinson, mais le même type d'électrode, maintenant, est utilisé dans les cas de dépression majeure réfractaire au traitement médical, c'est-à-dire où est-ce que le risque suicidaire est très élevé. Il y a des zones du cerveau qu'on peut stimuler et améliorer les symptômes du patient. Même chose pour les troubles obsessifs compulsifs, y compris l'anorexie nerveuse. Dans certains pays, les patientes atteintes d'anorexie nerveuse peuvent être opérées et il y a certaines zones du cerveau qu'on peut stimuler et qui vont améliorer les symptômes.